Radio Jojo à l'appareil, la star, c'est le livre. On parle de l'Inquisition, enquête historique France 13e, 15e siècle, écrit par Didier Le Fur. C'est un livre qui est édité, c'est un livre de poche, voilà. Référence histoire. C'est un livre qui pèse environ, si on enlève les annexes, c'est un livre qui pèse 157 pages, un petit livre, qui traite donc de l'Inquisition en France et qui va nous expliquer un peu le fonctionnement et tout ce qui va bien sur l'Inquisition. Hein, le petit commentaire ça doit être un magazine, je pense, Religion et Histoire. Une excellente synthèse qui permet de distinguer le vrai du faux. Alors l'auteur qui est Didier Le Fur, c'est un historien et éditeur français spécialiste de l'histoire moderne. Donc c'est un mec qui est né, bon il n'y a pas son âge d'ailleurs, voilà. Il est en formation à l'université Paris-Nanterre, il est historien et il est docteur en histoire depuis 1996. C'est un spécialiste du XVIe siècle. Didier Le Fur est l'auteur de plusieurs biographies remarquées, notamment un monumental ouvrage consacré à François Ier, qui renouvelle largement l'historiographie de la période. Il s'est également intéressé à l'Inquisition en France du XIIIe au XVe siècle, hein, donc c'est le livre qui est aujourd'hui sous le feu de nos projecteurs. Donc un livre d'historien, on ne peut plus académique, hein, j'ai envie de dire, absolument rien de spécial. On voit quand même qu'il a écrit sur Louis XII, un autre César, Marignan, Charles VIII, Henri II, le royaume de France en 1500, voilà, et derrière François Ier. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vient du sérail, encore une fois, donc c'est un livre sérieux, qui va s'appuyer sur des sources sérieuses et les sources disponibles également, et qui va on va dire nous briefer correctement, de manière scientifique, sur l'Inquisition. Alors pourquoi lire ce livre? Ben, je vais vous l'expliquer avec on va dire le petit texte, hein, qui est derrière. Procès, torture et bûcher, voilà ce qu'évoque l'Inquisition dans l'imaginaire collectif. Pourtant, ce tribunal pontifical, créé par Grégoire IX, avait une noble mission, sauver les âmes et défendre la chrétienté. Pour ce faire, il s'était levé contre les hérétiques, blablabla. Didier Le Fur corrige les idées reçues, éclaire d'un jour nouveau la justice inquisitoriale en France au Moyen Âge et met en évidence certaines falsifications de l'histoire, privilégiant ainsi la vérité historique aux dépens de la légende. Donc vous l'aurez compris, ce livre il va s'inscrire dans la playlist Les tabous de l'histoire et on va pouvoir à travers celui-là se remettre les idées en place sur ce qu'est et comment fonctionnait réellement l'Inquisition et pas tomber dans les clichés qu'on voit tout le temps et permettre d'avoir un esprit critique par rapport à tous ces clichés, étant donné que, comme on le sait, hein, avec le terme Inquisition aujourd'hui, il véhicule énormément de mauvaises choses euh, et aussi de certaines idées. Et donc on va décrypter tout ça tranquillement pour mieux pouvoir l'utiliser à bon escient, hein, ce terme. L'Inquisition, c'est quoi? La mission première de l'Inquisition, c'est de combattre l'hérésie. Voilà. L'origine, hein, si vous voulez, la raison politique de cette création de l'Inquisition, c'est de préserver l'unité de l'Église. Donc pour se remettre dans le contexte historique, on se rappelle qu'en 1054, on a eu le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et ça, c'est un point culminant ou du moins c'est un virage important de l'histoire de la chrétienté. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de choses différentes qui se font. Et donc l'unité catholique chrétienne, elle cherche à unifier tous les rites, quoi. Et donc préserver l'unité de l'Église, c'est quelque chose qui est très important à cette époque. Et donc ils vont définir le terme d'hérétique et ensuite ils vont combattre ce qu'on appelle les hérésies. Alors l'hérésie, c'est quoi? Si on regarde la définition, hein, c'est une doctrine, une opinion émise au sein de l'Église catholique, mais condamnée par elle, hein, ou, là c'est dans un champ plus large, c'est une idée, une théorie, une pratique qui heurte les opinions communément admises, type hérésie scientifique. Donc dans le cadre qu'on a aujourd'hui nous, hein, qui concerne l'hérésie catholique au temps médiéval, on peut dire qu'il y a deux grandes communautés, hein, qui sont classées comme hérétiques. On a d'un côté les Vaudois,
qui est initié par le Lyonnais Pierre Valdès vers 1170. Et lui, en gros, ce qui fait de mal, c'est qu'il prêche publiquement, hein, et il souhaite un contact plus direct avec Dieu. Alors, ils vont lire notamment directement les textes traduits en différentes langues. On rappelle que ça, à l'époque, c'était interdit. Et, euh, et ils vont être excommuniés en 1184 au concile de Vérone par le pape Lucius III. Cette excommunication, évidemment, elle va provoquer une radicalisation, hein, de la part des Vaudois, et ils vont finir par refuser l'autorité de l'Église en leur disant vous n'êtes pas ceux qui déterminent qui sont les bons chrétiens ou les mauvais chrétiens. Voilà. Et dans cette radicalisation, ils vont commencer à défendre des choses qui effectivement sont des hérésies, c'est-à-dire que n'importe qui peut consacrer le vin, le pain, n'importe qui peut prêcher. Euh, voilà. L'avis de l'auteur, lui, c'est qu'il nous disait qu'il diffuse plus un enseignement moral que religieux, et que globalement, il ressemble aux chrétiens de Rome. Le second groupe, qui est beaucoup plus connu, qui a pignon sur rue et qui est un peu plus, je dirais, présent dans la légende, c'est les cathares. Donc, les cathares, en fait, c'est un mot qui a été utilisé, en tout cas, hein, c'est ce qui ressort des analyses de l'auteur, qui a été utilisé pour couvrir à peu près tous les dissidents du XIe au XIVe siècle, et ça dans toute l'Europe. Donc, c'est très large. Dans ce livre, comme on s'attarde sur le royaume de France, et c'est là où on a de la matière pour travailler, les Languedociens, hein, voilà, c'est ceux qui viennent du Languedoc, donc c'est le sud de la France, et eux, ils vont être, on va dire, c'est un peu le centre, hein, des cathares, et ces gens-là, ils vont être mal vus, ils vont être qualifiés d'hérétiques parce qu'ils professent le non-mariage, ils professent la non-consommation de viande animale, hein, ils sont végétariens avant l'heure, et ils affirment qu'il existe un Dieu bon et un Dieu mauvais. Donc évidemment, de ce fait-là, ils vont refuser l'autorité de l'Église, qui va leur expliquer autre chose. Ils vont refuser la Sainte Trinité. Donc ça, c'est effectivement un gros problème pour la doctrine catholique. Et leur doctrine à eux va consister à dire que ce qui vient de Dieu est immatériel, et ce qui vient de Satan est matériel. Et c'est pour ça que Satan est le prince de ce monde. Et c'est comme ça qu'on explique le mal dans le monde. Donc évidemment, ça va à l'inverse, hein, de la doctrine catholique, qui elle oriente plutôt sur le libre arbitre et le jugement par rapport à l'enseignement moral du Seigneur. Donc il permettait aussi aux laïcs de prêcher, ils refusaient les lieux saints, ils refusaient les reliques, ils refusaient les sacrements, et ils affirmaient même que personne ne serait sauvé dans la foi catholique. Donc c'était un gros problème, et à la fin, ils refusaient un peu tous les symboles, ils refusaient même de vénérer la croix du Christ, puisqu'elle était là où on avait accroché le Christ. Voilà. Ils considéraient également que Marie, c'était pas la mère du Christ. Donc, extrêmement radicaux, les mecs, hein, faut quand même le dire. Malgré tout, ils étaient quand même bien vus par les marchands et la petite noblesse du coin, et même par le clergé. Parce que, en fait, malgré leur manière de vivre extrêmement stricte, hein, pas de mariage, tous végétariens, avec un dieu bon, un dieu mauvais, enfin quelque chose de très marqué, cette hérésie-là, en fait, ils étaient réservés, et ils vivaient du travail de leurs mains. Et donc, ils étaient en conflit, je dirais, politique et physique avec personne, ils vivaient dans leur coin et ils prenaient la tête à personne. Mais évidemment, comme c'est un mouvement qui va un peu se développer, l'Église, dans sa volonté d'unifier, va donc réagir auprès de ces deux communautés. Mais on peut se poser la question, d'où vient l'hérésie? En fait, c'est vrai, pourquoi? Alors, j'ai expliqué le contexte politique général, mais il y a autre chose aussi qui est nécessaire qui est abordé dans le livre et qui est nécessaire d'être mentionné, c'est que aux alentours du XIIe, XIIIe siècle, il y a une crise de confiance dans le clergé. En fait, il y a beaucoup, comme on le sait à l'époque, il y avait moins, c'est pas vraiment des vocations, c'était aussi des carrières politiques. Et donc, on va dire la vie n'était pas aussi stricte, hein, le serment que prêtait le clergé n'était pas aussi strict qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait une dépravation du clergé. En grosso modo, les mecs, ils se gavaient, quoi. Donc, il faut bien comprendre que c'est normal, parce que le clergé, à ce moment-là, d'ailleurs, comme aujourd'hui, toujours, même si ça s'est, on va dire, réduit et structuré, mais le clergé, à l'époque, il est très divers. Tu vois, tout le monde était paysan, donc t'as le prêtre du coin qui vit comme le paysan d'à côté, qui bosse de la terre de ses mains, et qui est au champ avec les mecs. Et puis, donc lui qui est un petit gars de rien du tout. Et puis en face, t'as l'archevêque, hein, qui va accumuler de l'argent, qui vient de familles très aisées, et qui va avoir des fois des aptitudes et une vocation au commandement qui sera à peu près l'égale des nobles, quoi. Et les nobles terriens, genre les baronneries d'épée, donc c'est des trucs, voilà, c'est des mecs de haut niveau qui dirigeaient la société à ce moment-là.
Et puis il y a un truc qui est mal perçu évidemment, c'est que quand même globalement ils vivent du travail des autres. Hein, il y a la dîme. Alors la dîme, faut pas croire, hein, c'est pas le prêtre qui décide tout seul, il y a le seigneur du coin qui veut bien lui laisser ou pas. Hein, ça dépend. Et puis ils vont aussi, l'Église va réussir à constituer des domaines fonciers importants. Et donc ces domaines fonciers importants, ça va demander du travail d'hommes. Voilà. Donc depuis, depuis les vassaux militaires, hein, donc jusqu'à des manants. Et donc toute cette richesse, c'est vrai qu'elle va donner une mauvaise image de l'Église et il va y avoir des mauvais comportements. D'ailleurs, on va lire une petite citation de Innocent III en 1198. La corruption du peuple a sa source principale dans le clergé. C'est de là que viennent les maux du christianisme. La foi s'éteint, la religion s'efface, la liberté est enchaînée, la justice est foulée aux pieds. Les hérétiques se multiplient, les schismatiques s'enhardissent, les incrédules se fortifient et les sarrasins sont vainqueurs. Donc, c'est assez rigolo de lire ça parce que c'est un peu ce qu'on entend encore aujourd'hui et là on est il y a 1000 ans quasiment. Hein. Donc ça c'est marrant. Mais c'est vrai que voilà, cette situation du clergé, on va dire le fait que certains se gavent et puis le fait que l'Église, en se construisant sur le temps, devienne puissante et riche, ça va attiser la jalousie et la défiance envers, envers le clergé. Et donc, dans cet effondrement de confiance, dans cet effondrement de on va dire de respect, il va jaillir les hérésies. Donc les gens qui vont subir, je dirais, l'oppression inquisitoriale, c'est ces deux groupes-là, hein, les Vaudois et les Cathares. On présente souvent les Juifs comme des victimes privilégiées de l'Inquisition. Donc ça, c'est pas vrai, c'est faux. En fait, les Juifs, évidemment, ils étaient marginalisés, mais globalement, jusqu'au Xe siècle, ils n'ont pas connu de persécution. C'est au moment de la première croisade qu'il voilà, y a une espèce d'antijudaïsme qui va se manifester de manière très violente. Cet antijudaïsme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas partagé par l'Église. Notamment parce que pour l'Église, les Juifs, en ayant été à l'origine de la crucifixion, ils doivent être les témoins privilégiés du retour du Seigneur sur terre. Donc, ils n'ont jamais été considérés par la doctrine catholique comme des hérétiques. Voilà. C'est vraiment, il y a eu quelques cas particuliers, évidemment, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, mais globalement, l'Inquisition, elle s'en est pas prise aux Juifs. C'est plutôt ce qu'il appelle dans le livre le bras séculier, c'est-à-dire le politique. Voilà. Le roi, par exemple, il y a une expulsion des Juifs du domaine royal en 1182. Euh, en 1269, Saint-Louis leur fait porter la rouelle, par exemple. Voilà. Ils sont expulsés du royaume, encore une fois, en 1306 par Philippe le Bel, parce qu'on les laissait revenir, tout ça. Et l'histoire du judaïsme français médiéval prend un point final en 1394 par Charles VI. Donc bien sûr que dans ce mouvement-là général du politique qui oppresse les Juifs, bon, l'Église aussi, elle a pris quelques mesures restrictives envers eux. Mais l'Inquisition en tant que telle euh, ne s'en prend pas aux Juifs, tout simplement parce que les Juifs ne sont pas considérés comme partie intégrante de la communauté chrétienne, ils sont considérés comme les témoins, je dirais, du retour du Christ, de l'erreur. Enfin bon, on rentrerait dans la doctrine et c'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est ça le truc. Donc voilà, pas d'oppression inquisitoriale envers la communauté juive. Alors combien de temps ça a duré? Parce que c'est très important, vous le verrez, parce qu'on a toujours l'impression que ça a duré et que c'était un truc qui était monumental. Et en fait, on va se rendre compte que pas vraiment. Et qu'en en fait, il y a différentes inquisitions. Donc, je ferai peut-être un petit commentaire à la fin là-dessus. Mais le premier cas d'hérésie documenté, donc ils ont mis 10 curés au bûcher, les mecs. Hein, donc là, ils y étaient allés fort. Ça date de 1022 à Orléans. Le début de la chasse aux hérétiques en tant que tel, il a pris corps au concile de Tours en 1163 sous l'impulsion de Louis VII. En 1184, Lucius III, donc c'est un pape, et Frédéric Ier Barberousse, donc ça c'est l'empereur du Saint-Empire germanique, hein, il scelle un pacte en fait dans lequel le recours au bras séculier pour punir l'hérésie est constitué officiellement. Mais l'Inquisition en tant que telle, elle débute vraiment en 1231 avec Grégoire IX, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand il crée l'Inquisition de manière officielle, en fait, c'est le fruit d'une histoire, quoi. Ça avait déjà commencé avant, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit bon, comme ça prenait de l'ampleur et qu'il fallait structurer
l'action, ils ont commencé à se dire, bon, on va vraiment la déclarer officiellement et faire quelque chose de spécifique en 1231. Donc ce qu'il faut comprendre, on y reviendra, c'est que l'Inquisition, elle va se manifester sous de multiples formes, hein. Parfois, c'est un peu difficile de différencier politique et religion, on va donner quelques exemples après. Et donc c'est pour ça qu'il y a une durée un peu plus longue. Mais globalement, l'hérésie, elle va commencer à s'essouffler dans le sud de la France après 1330. Donc vous voyez, on est un siècle après, c'est 100 ans. Et, en fait, surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que elle a commencé à décliner en 1270. Ouais. Elle a été vraiment active, en gros, de 1230 à 1270, pendant 40 ans. Et ensuite, elle a commencé à décliner. Et en fait, ce déclin, il n'est pas anodin, hein, il est aussi dû au fait que, on le verra juste après dans le fonctionnement, mais l'Inquisition, c'était une justice indépendante. Et donc, qui dépendait directement du pape, donc pas totalement indépendante, mais indépendante vis-à-vis du pouvoir politique en place qui était la royauté, qui lui aussi, dans son accroissement territorial et l'accroissement de son influence politique, cherchait l'unité de la France. Donc évidemment, il y avait une rivalité entre la royauté française et la papauté, et donc l'Inquisition était un problème. Donc évidemment, à un moment donné, la royauté française, elle a tout fait pour limiter et réduire l'influence de l'Inquisition dans le royaume. Donc voilà, il faut vraiment retenir, c'est 40-50 ans d'activité certaine. Et, et l'hérésie commence vraiment à s'essouffler 100 ans après le début de l'Inquisition. D'ailleurs, ce qui illustre très bien cette rivalité entre la royauté et l'Inquisition, c'est que lors de la réforme protestante, donc qui est quand même une hérésie certaine, c'est le Parlement de Paris, hein, c'est-à-dire le tribunal de justice de Paris, soutenu par l'Université de Paris, qui vont prendre la tête de la répression. Ça ne va pas être confié à l'Inquisition. Et comment ils vont réussir à faire ça? Pour garder la main, le politique, il va définir le protestantisme comme une sédition, c'est-à-dire comme une volonté de déchiqueter le pays, et donc une menace pour la paix du royaume, qui doit être garantie par le pouvoir politique qu'incarne le roi, et donc, et pas comme une hérésie. Donc en fait, l'hérésie va passer au second plan. On va d'abord condamner, entre guillemets, la guerre civile, et c'est cette guerre civile qui va prendre le dessus que sur le problème doctrinal, j'ai envie de dire. Et donc au fil du temps, l'Inquisition va devoir de plus en plus réduire et s'étioler son influence. Elle va repartir un petit peu au XIVe siècle avec la chasse aux sorcières, mais bon, ça sera vraiment éparse. Et puis elle va finir par disparaître en fin XVIIe. Donc voilà, 1690, je sais plus combien, là, c'est terminé. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans la lutte, dans la lutte contre les hérétiques, il y a une dimension politique importante. Je l'ai évoqué avant, mais en fait, quand l'Église a donné la lutte contre les hérétiques à des laïcs, aux bras séculiers, donc c'est-à-dire aux politiques, quoi, à l'armée régulière, et ben il y en a qui vont voir ça comme une opportunité pour étendre leur influence en tant que seigneur. Donc on a un très bon exemple qui est la croisade contre les Albigeois. La croisade contre les Albigeois, donc c'est une lutte qui est faite contre les Cathares, qui pendant un moment va être proposée par l'Église, donc fin XIIe siècle, en 179, il y a un concile qui se tient et on dit bon il y a plein de Cathares vers Albi là, est-ce qu'on pourrait pas faire une croisade, puisque c'est la mode là, en 1099 on avait déjà fait la première croisade, et puis il y en a là, c'était la mode des croisades là, donc est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Bon, le projet va pas fonctionner, mais on va dire avec l'opportunité qui va se créer 30 ans plus tard, donc en 1208, lorsqu'un responsable de la lutte contre l'hérésie, Pierre de Castelnau, il s'appelle le gars, il va se faire assassiner sur le comté de Toulouse. Il y a des seigneurs qui vont voilà, le projet de croisade va être saisi par des personnes en se disant tiens, c'est pas mal ça comme idée pour pouvoir envahir le comté de Toulouse. Alors, le comté de Toulouse, c'était une cible parce que c'était un gros comté, c'était un truc super puissant, hein. Et en fait, le comte de Toulouse, il avait été excommunié précédemment parce qu'il était, il combattait pas les hérétiques de manière vigoureuse. Donc ça s'explique assez simplement, c'est que le seigneur du coin, les hérétiques qui sont sur son domaine, c'est aussi les paysans du coin. Donc c'est quand même compliqué pour un seigneur de venir, je dirais, oppresser sa propre population. Quelque part, ça n'a pas de sens. Donc, on l'avait excommunié pour ça.
Et les deux nobles d'à côté, donc c'est le duc d'Aquitaine, hein, le roi d'Angleterre et puis le comte de Barcelone, ben ils se disaient, ils se sont dit tiens, il est excommuniqué, le mec, il est excommunié là, pardon, il a subi une excommunication, voilà, pour être très grand. Donc c'est une bonne raison pour justifier une invasion militaire sur son comté. On va dire que il y a des hérétiques qui foutent le sbeul et que le mec tient plus rien et que nous, nous on va venir rétablir la doctrine catholique et puis on va envahir. Donc la croisade, elle commence l'année d'après, 1209. Victoire militaire des croisés. Bon, il y a des allers-retours, mais à la fin, ça tourne en lutte de pouvoir. Donc Raymond VI, qui était le comte de Toulouse, il est renversé par les croisés, il meurt. Son fils Raymond VII fait une reconquête quelques années par la suite, mais il finit par perdre définitivement en 1228, donc ça a duré quand même 20 berges, leur connerie, par le roi Louis VIII lui-même. Et en fait, ils vont faire un traité qui s'appelle le traité de Mauparis en 1229. Et ce qu'ils vont faire, c'est que le roi va récupérer toute la façade méditerranéenne directement rattachée au domaine royal. T'as compris. Et ils vont marier la fille du frère du roi Raymond VII pour pouvoir rattacher le comté de Toulouse à la famille royale. Et comme ils vont pas avoir d'enfant, Raymond VII et la fille, et la sœur ou la fille du frère du roi, bref, sa nièce, quoi, une connerie comme ça, je sais plus exactement. Et bien en 1271, donc 50 ans après, 40 ans après, pardon, parce qu'on était en 1229, bien, et ben, ça va être rattaché totalement au domaine royal. Ça veut dire que le roi, il va profiter de l'Inquisition, hein, donc ça va être sur une période longue, parce que ça prend des générations, parce que tu peux pas faire la guerre tout le temps, mais tu vois, entre 1209, ou le début de la croisade, et 1271, donc sur 60 ans, euh, la royauté française, elle a abattu la maison de Toulouse, et elle a récupéré toutes les terres du comté de Toulouse. On va pas donner des milliards d'exemples, mais on va en pouvoir en donner un autre, hein, qui est donc Frédéric II, qui est le fils de Frédéric Ier, je pense. J'ai pas vérifié la généalogie, mais voilà. Et lui, en 1220, il devient empereur du Saint-Empire germanique. Donc je remettrai la carte. Hein, à ce moment-là, l'empereur du Saint-Empire germanique, c'est le mec le plus puissant de la chrétienté. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire direct? Il va faire sienne la lutte contre l'hérésie. Il va dire ouais, c'est bon, je m'occupe de l'hérésie dans mon territoire qui est gigantesque. Et bon, le pape de l'époque lui dit bah non, je préfère que ça reste. On n'est pas loin de la création de l'inquisition pontificale réelle, donc je préfère que ça reste chez moi. Et donc ça, c'est Innocent III. Et en fait, Frédéric II, il s'en fout. Et en fait, sur ces terres, il va appliquer une lutte acharnée et violente contre les hérétiques. Et il va même faire des choses illégales. Meurtre et vol de terre, encore une fois. Et lorsque le pape Innocent III va mourir, le nouveau pape derrière, Grégoire IX, donc, qui va arriver, il va l'excommuniquer direct pour désobéissance. Et dans la foulée, il va créer l'Inquisition de manière officielle en 1231. Donc on le voit ici encore avec un autre exemple, hein, qui est moins développé dans le livre, donc j'en parle moins, mais voilà, on voit, le bras séculier s'est beaucoup servi de la lutte contre l'hérésie, en fait, pour asseoir militairement son autorité et pour faire des conquêtes territoriales. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui va être répandu dans l'Europe, en, en France, en Italie, en Allemagne, enfin en Germanie, là, comme ils disent à l'époque. Voilà. Ça va être un peu partout que le bras séculier va s'en servir pour envahir. Donc dans ce contexte, hein, où en fait les seigneurs utilisent l'hérésie, la lutte contre l'hérésie pour asseoir et augmenter leur influence politique, à travers un peu toute l'Europe, la papauté, évidemment, quelque part, elle perd la main. Donc à un moment donné, elle va le chercher à mieux contrôler ça. Donc Innocent III, le pape dont on vient de parler, avec Frédéric II, il nomme en 1200 déjà, donc 20 ans avant ces problèmes-là, un commissaire par paroisse, aidé par d'un ou deux laïcs, pour identifier les hérétiques. Mais bon, ça marchait pas bien. Alors ils vont renforcer encore ça, ce qu'on appelle l'inquisition épiscopale, c'est-à-dire l'inquisition locale, quoi, la petite inquisition, en 1215. Ils vont aggraver les peines. Mais voilà, ça va rien changer. Comme le bras séculier, c'est-à-dire le politique, c'est lui qui applique les peines, c'est lui qui utilise la force. Ça va montrer une image faible de la papauté face au Seigneur. Et à cette époque-là, il faut bien se rappeler, hein, il y a une rivalité entre eux. Hein, dans ce monde-là, il y a une rivalité entre eux. Donc c'est pour ça que Grégoire IX, donc celui qui va excommunier Frédéric II, là, dont on vient de parler également, après toutes les bêtises qu'il va faire, il va instituer en 1231 l'Église comme seul juge de l'hérésie. Voilà. Et là, il y a la création de l'Inquisition pontificale. Donc ça va créer
des petits problèmes, puisque l'inquisition pontificale, elle va aussi être en opposition non seulement avec la noblesse, mais aussi avec l'inquisition épiscopale. Donc l'inquisition épiscopale, celle des prêtres du coin, va finir par disparaître au concile de Valence en 1248, juste 15 ans après, à la grosse. Et l'inquisition pontificale, elle va dépendre directement du pape. C'est ça la vraie inquisition, entre guillemets, celle qu'on a dans la tête, qu'on nous montre dans les films et tout, c'est celle-là. Et cette inquisition, en fait, elle va être composée des gens, pardon, de membres des ordres mendiants. Donc c'est les dominicains, hein, dont par exemple Thomas d'Aquin est sorti avec de nombreux savants, et puis aussi des membres de l'ordre de François d'Assise. Donc et ces mecs-là, ils vont avoir des pouvoirs importants, hein, qui vont être supérieurs aux prêtres locaux, évidemment. Ça va créer beaucoup d'antagonisme, tout ça. Et puis, ils vont être très surveillés également. C'est-à-dire que l'Inquisition, même si elle va être sévère, elle aussi, elle va être sévère avec elle-même. Et ça, c'est tout à fait dans la doctrine catholique, c'est tout à fait logique. Et donc, les inquisiteurs, les mecs qui étaient identifiés et dédiés à l'Inquisition, ils étaient sous la surveillance du pape, évidemment, mais aussi sur la surveillance des ordres dont ils venaient. Donc les dominicains ou les franciscains. Donc, sur les profils des inquisiteurs, donc évidemment on attendait des gens irréprochables, mais aussi des gens expérimentés. Il n'y avait pas de mecs d'en dessous de 40 ans par exemple. Des inquisiteurs jeunes, ça n'existe pas. On a pris des gens qui avaient quand même de la bouteille avant, et il faut voir que on était sévère avec ceux qui se laissaient aller un peu trop. Et d'ailleurs, là, page 62, on va avoir quelques exemples de punitions sévères envers des inquisiteurs trop cruels ou trop zélés. Ils étaient considérés comme des garants de la science et avec une connaissance approfondie de la théologie et du droit canon. Donc quand les mecs s'écartaient trop, le pape pouvait les punir. Donc là, par exemple, il nous donne l'exemple de Robert le Bougre. Il a été félicité au début par Grégoire IX, puis après, quand il y a eu des multiples plaintes contre lui, plaintes qui étaient soutenues par le roi Saint-Louis, ils ordonnaient une enquête, et puis finalement, une fois qu'ils ont vu que le mec il allait trop loin et qu'il était trop violent ou trop méchant ou qu'il punissait injustement, on le révoqua, et le pape l'a condamné, enfin exigea sa condamnation à la prison à perpétuité. Donc par exemple, ça blaguait pas les gars. On a aussi un autre exemple où on nous dit que Innocent IV en 1246 et Alexandre IV en 1256, ils vont ordonner aux provinciaux et aux généraux du coin, là, des prêcheurs et des mineurs, de déposer tous les inquisiteurs de leur ordre, parce que les mecs étaient trop cruels et ils avaient soulevé la colère populaire. Donc il y avait une dimension, mesurée, hein, de l'inquisiteur. Il devait être mesuré, il devait aussi ne pas se laisser corrompre, mais non plus ne pas être cruel. Donc l'image qu'on nous renvoie des mecs complètement allumés du cerveau, qui veulent cramer tout le monde, c'est n'importe quoi. En ce qui concerne les procès, quand on regarde les registres inquisitoriaux, on a l'impression que le droit est respecté. Bon, ça évidemment c'est faux. Ça c'est quelque chose que tout le monde sait et qui est validé, qui est confirmé par l'auteur. La défense des accusés, globalement, elle est faible. Elle est même parfois jugée inutile, hein, par l'inquisiteur. La source principale et la plus répandue pour identifier les hérétiques, c'était la délation. Alors évidemment, certains l'employaient pour des raisons personnelles, hein, attaquer les parents, les voisins, se séparer de leurs femmes, ce genre de choses, sachant tout de même qu'il faut aussi avoir un frein, parce qu'effectivement, quand tu mens, notamment sur ce genre de choses, bon, tu salissais ton âme fortement, donc il y avait une balance, mais c'est vrai que il n'y avait pas que des hérétiques purement et strictement hérétiques qui étaient concernés par l'Inquisition. Pendant les procès, l'inquisiteur il a quasiment la main sur tout. Il n'est pas seul cependant, il est accompagné de témoins, donc il y a un notaire et deux autres religieux qui sont doués de discernement. Le droit commun, on va dire que ça s'applique pas énormément. Voilà, l'inquisiteur il a vraiment la main sur la procédure, et ce qu'il recherche comme preuve principale, c'est les aveux. Pas d'avocat, on se défend seul. Mais cette question fait débat tout de même. Faut savoir qu'en fait l'Inquisition elle a évolué aussi dans sa pratique. Les procès également ont évolué, et ça a été quelque part des remises en question perpétuelles de l'Église sur comment faire les procès inquisitoriaux. Dans le procès évidemment, vient la question de la torture, qui est une espèce de
de lieu commun, j'ai envie de dire. Donc au départ, déjà, c'était rejeté par l'Église, elle n'était pas pratiquée. Jamais on devait commencer par ça. D'abord, on demandait aux gens de s'avouer, de se repentir, enfin voilà, le truc catholique. Et, euh, et en fait, c'était rejeté par l'Église parce qu'il faut savoir que cette pratique-là, hein, la pratique de la torture de justice, c'est un héritage qui venait des temps romains. Donc évidemment, dans la dimension révolutionnaire de l'Église, il y avait on va dire une réticence c'était une contre-pensée. Enfin, pas une contre-pensée, mais c'était une réticence à utiliser ce moyen-là. Donc ça avait disparu pendant le Haut Moyen Âge, hein, apparemment, en tout cas ce que nous dit l'auteur. Et puis, bon, au fur et à mesure du temps, l'Église s'y est remis, enfin, et avec prudence et avec lenteur. Voilà. Donc déjà, faut voir que c'est interdit aux prêtres d'être présents pendant les tortures. Et les deux principaux inquisiteurs que sont Bernard Guy ou Nicolas Emmerich, sur lesquels s'appuie l'auteur, c'est des mecs qui ont été des grands inquisiteurs et qui ont écrit des livres sur le manuel de l'inquisition, comment devenir un inquisiteur performant, ce genre de truc. Faut voir que ces mecs-là, dans leurs témoignages, n'en parlent pas beaucoup, et ne valident pas sa pratique. Grosso modo, les mecs, ils disent que ça sert à rien de torturer quelqu'un, parce que de toute façon, les plus têtus, ils vont rester têtus. C'est pas comme ça que tu arriveras à les avoir. Et il faut savoir aussi que c'est interdit de torturer quelqu'un en mettant sa vie en danger. Donc on pouvait, comment dire, violenter entre guillemets physiquement quelqu'un ou le harceler physiquement, mais on n'allait pas non plus le tuer. En 1311, donc sur la fin de l'Inquisition, au Concile de Vienne, le pape Clément V met des restrictions. Par exemple, tous les aveux récupérés sous la question, donc sous la torture, ils étaient plus exactement recevables. Il fallait que l'accusé confirme 24 heures après, sans pression, les dires qu'il avait eu la veille sous pression. Donc voilà, c'était un point épineux, c'est un truc qui a été un peu qui a été monté un peu au pinacle chez nous et qui en fait n'était pas exactement pratiqué de la manière dont on l'aperçoit aujourd'hui. Alors, les peines encourues, la plupart du temps, c'était servitude et confiscation des biens. Voilà. Euh, y a quand on voit les bûchers, hein, c'est souvent le sujet, ah, au bûcher, machin, faut voir que déjà, premièrement, un curé, pour lui, c'était interdit de prononcer la peine de mort, et que c'était les tribunaux séculiers, hein, donc la législation séculière complémentaire à celle de l'Église, qui était plus efficace, mais qui était aussi plus dure, et qui faisait le bûcher. Il n'y avait pas de pénitence. Donc les images qu'on a souvent de curés en train de dire ah au bûcher machin, tout ça c'est pas vrai, ça c'est, ou du moins il y a des écarts, hein, comme toujours, évidemment il y a toujours des écarts évidemment, mais c'est pas le fond du truc, hein. Il faut voir que l'approche inquisitoriale c'est quand même sauver l'âme des hérétiques. Voilà, t'es pas là en train de punir au nom de la société un crime, t'es en train d'essayer de redresser des gens qui sont sur une voie déviante. Donc t'es pas là pour les flinguer quoi. De toute façon t'as pas le droit en tant que curé. D'ailleurs, donc Bernard Guy, qui a fait inquisiteur entre 1308 et 1322, il a prononcé donc sur ses 14 ans 636 condamnations. Il y en a eu 300 comme emprisonnement, donc ça c'était très grave, hein, c'était quasiment la peine la plus grave. Et il a donné au bras séculier, c'est-à-dire à la justice laïque, 40 mecs sur 14 ans, c'est-à-dire 3 mecs par an. Donc l'image qu'on a, que j'ai à tour de bras les gens qui n'étaient pas d'accord, c'est faux. Voilà, c'est pas du tout la réalité historique. La plupart du temps, on filait des amendes, mais comme il y a eu des abus, hein, évidemment, bah bon, ils ont arrêté au bout d'un moment. Les amendes, voilà, l'argent qui était récupéré, ça servait à construire les prisons et à entretenir les prisonniers. On a eu aussi beaucoup, la plupart du temps, c'était des signes extérieurs d'hérésie. Donc ça, faut voir que c'était très grave parce que un signe extérieur d'hérésie, comme c'était vu comme une espèce de maladie, l'hérésie, une maladie, t'avais un côté un peu incurable et un côté pestiféré quoi, dans le village. Donc il y a des gens, une fois qu'ils étaient qualifiés d'hérétiques, ils étaient persécutés par la population. À tel point même que des fois, l'Inquisition, elle a même menacé certains harceleurs de peine canonique, hein, c'est-à-dire de les excommunier et tout. Donc il y avait une mort sociale, hein, et une exclusion de la communauté qui était liée à l'hérésie. Donc c'était quelque chose qui était quand même très mal perçu par la population et qui est très difficile. Donc des amendes, on confisquait l'héritage aussi.
Comment dire, tout ça, ça allait au roi, hein, ça allait pas forcément à l'église. Et puis, la pénitence la plus grave, et la plupart du temps, donc, avant d'être livré au bras séculier, c'était la prison, avec parfois de la perpétuité et de l'isolement. Donc, des peines sévères quand même, mais qui n'étaient pas non plus les peines les plus répandues. Globalement, voilà, on, on marquait les gens et puis on leur prenait du cash, quoi, quand même. Si on doit se livrer à un commentaire, globalement, c'est un livre qui permet de démystifier un petit peu pas mal de choses. La première chose qu'il démystifie, c'est la durée, hein, de l'Inquisition et, comment je dirais, les raisons pour lesquelles elle a fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les époques, elle n'a pas du tout eu la même chose, le même objet et la même mission. En France, pour parler de notre pays, en France, elle a été faite pour lutter contre des hérésies. Hein, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'Inquisition espagnole qui va prendre corps à la suite de celle-ci, hein, pendant le XVe siècle, et qui, j'ai pas vérifié, mais de tête est plus liée à l'existence des maranes, et ce qui fait suite à la Reconquista, ou du moins qui est dans la continuité, ou qui est, pardon, ça il y a un petit bruit, qui est dans la continuité de la Reconquista. Nous en France, ça n'a rien à voir. Et faut bien comprendre aussi que le, le politique, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, s'en est beaucoup servi s'en est servi en tout cas pour constituer son royaume. De tête, je dirais qu'en France, l'histoire que je racontais tout à l'heure sur le comté de Toulouse, ça doit être à peu près la seule fois où la royauté française a conquis par les armes et non par la diplomatie et le mariage une région française. Je parle à l'intérieur des frontières naturelles françaises qui est le projet de base. Ça doit être, voilà, c'est une des exceptions sur lesquelles une des régions qu'on a pris militairement, entre guillemets. Et, et donc, cette croisade contre les albigeois, elle montre bien, hein, que la lutte contre l'hérésie, c'était aussi une opportunité, hein, pour le politique. Et, mais en France, ça s'est vite retourné parce que en France, le roi, hein, et la papauté, la royauté française et la papauté, elles étaient rivales à certains égards dans le monde de la chrétienté. Et bon, après, il y a le gallicanisme et tout. Et en fait, tout ça permet de comprendre, hein, ce mouvement général qui existe et qui nous permet de remettre je dirais, dans un flux, la réelle place de l'Inquisition en France. Voilà. L'Inquisition en France, c'est le XIIIe siècle pendant 50 ans. Voilà. Après, il y en a un peu avant, il y en a un peu après, évidemment, c'est dilué, mais la vraie activité, c'est ça. Donc ça, c'est important de le remettre dans son contexte historique. Un deuxième commentaire, c'est la nature et puis la violence, hein. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés tout le temps. On a l'impression que les mecs, ils brûlaient les gens à tour de bras, ils étaient hyper violents, ils pourchassaient la veuve et l'orphelin, et puis ils étaient impitoyables et tout. Et en fait, on se rend compte que non, quand on lit les livres, voilà, on voit que certaines personnes, en faisant du repentir, pouvaient adoucir les peines, et que les inquisiteurs, ils n'étaient pas là que pour oppresser, ils étaient aussi là pour essayer de sauver l'âme de ceux qui étaient désignés comme hérétiques. Et, malgré les abus, dans la violence, dans les condamnations outrancières, dans l'argent qui a été pris, voilà, malgré les abus de ce système, il y avait aussi beaucoup de garde-boue, hein, beaucoup de freins. Et l'un des freins, c'était tout simplement la mentalité des mecs, le profil des gars, le profil des inquisiteurs, des gens vieux, des gens qui doivent avoir du discernement, et puis le fait qu'il y avait des témoins autour. On ne laissait pas les gens comme ça dans une salle avec un curé qui a envie de te torturer. Je veux dire, tout ça, c'est des conneries. Et pourtant, c'est l'image qu'on en a aujourd'hui. Voilà. Une image que ça a duré je sais pas combien de temps, que ça a été une oppression incroyable et que ça a été ultra violent. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et enfin, pour terminer, ce qui est assez marrant, et je pense qu'on peut faire un parallèle qui est assez rigolo, c'est quand même qu'on voit que les procès, bon, c'était quand même, ils étaient partiaux, hein, faut quand même le dire, et que être qualifié d'hérétique, c'était un petit peu une mort sociale pour les gens qui étaient qualifiés d'hérétiques. Et là, je vais revenir à de l'actu passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'un tribunal médiatique. Et ça, je pense que c'est intéressant à mettre en parallèle. C'est-à-dire que quand vous passez devant les médias et que vous dites quelque chose qu'il ne faut pas, on peut comme ça vous jeter vous étiqueter hérétique, hein. Donc il y a eu les gens non vaccinés, mais ça peut être antisémite, enfin voilà.
Et puis après, vous êtes bon pour la vindicte populaire. Et puis c'est la mort sociale et c'est l'exclusion de la communauté. Et puis vous devenez un espèce de paria comme ça. Bon, des exemples, là, j'en ai pas forcément en tête, mais je pense que n'importe qui qui écoute cette vidéo va très bien percevoir de quoi je parle. Et ce qui est, je dirais, le témoignage de notre époque aussi, et de notre, quelque part, notre déliquescence, hein, c'est qu'avant, quand même, c'est quand même des mecs qui viennent des ordres mendiants qui font l'Inquisition. Tu vois, c'est des mecs qui ont vœu de chasteté, qui ont vœu de pauvreté, qui ont vœu de ce que tu veux. Et là, aujourd'hui, c'est des mecs qui ont fait bac+5, des fois non, à qui on file un micro. C'est des mecs comme ça qu'on met, on sait pas pourquoi ils sont là, mais ils viennent vous expliquer ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, comment vous devez le penser. Et en plus, pas sur des choses qui sont doctrinales, c'est-à-dire, voilà, les- l'Église catholique, elle se battait pour son unité, mais elle se battait dans sa doctrine à elle, pour sa doctrine à elle. Là, aujourd'hui, les gens, ils vont, même si vous en êtes pas, donc bah, ils vont voilà, vous voulez juste pas être vacciné, par exemple, bah, ils vont considérer que vous êtes un anti-vax et que vous êtes un hérétique et que vous êtes que vous doutez de la science et comme si vous pensez que parce que vous voulez pas vous vacciner, vous pensez que la Terre est plate et qu'il y a la gravité, ça n'existe pas et qu'on peut pas la calculer et puis donc bah faut vous tuer. Et, euh, et je pense que c'est marrant de voir qu'avant, voilà, c'est aussi ça qui était très différent, c'est que à l'acquisition, c'est des mecs qui ont fait vœu de pauvreté, qui défendent une espèce d'idéal. Et qu'aujourd'hui, on est revenu à ça, hein, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est ça, mais c'est public, c'est pas privé, et c'est fait par des gens qui n'ont aucune légitimité, qui eux n'ont pas fait de vœu de pauvreté, qui eux ne renoncent à rien. Et, euh, et voilà, je voulais noter ça parce que je trouve que c'est un petit parallèle rigolo. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait combien de temps qu'elle fait ça là? Si mon ordinateur voulait bien fonctionner. Bon, j'espère qu'on était on est le combien là? On est le 12 octobre, hein, sur les coups de midi. Mais on n'est pas avec Jean-Luc Reichmann. Et bah voilà, j'espère que de votre côté ça va. Vous laissez pas chier dans le cerveau. Et puis n'hésitez pas à faire comme ils disent là maintenant, mettre des pouces bleus et je sais pas quoi là, machin. Ça fait 40 minutes avec le petit truc là, un peu plus, 42. Voilà, allez, je vous embrasse fort, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus et tout ça. Et puis je vous dis à bientôt.